Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va continuer à étudier les fonctions cosinus, sinus et tangente un peu plus en détail en commençant par voir d'abord leurs dérivés. Alors petite remarque, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, inscrivez-vous sur learnian.net et vous pourrez voir tout le reste du cours sur les fonctions trigonométriques et aussi tout le cours de première S et de terminale S. Voilà. Donc reprenons sur nos fonctions sinus et cosinus. Donc je l'avais mentionné plus tôt, mais une chose vraiment à retenir, c'est que la dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus. La dérivée de la fonction cosinus, c'est la fonction moins sinus. Alors ici, il n'y a pas à se tromper, un sinus, ça devient cosinus. On ne change pas le signe. Par contre, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc cosinus, quand on le dérive, ça change de signe. Voilà. Alors ici, là, je ne vais pas les démontrer, parce que c'est un peu hors programme par rapport à la première. Mais ça peut se faire. Voilà. Donc ici, sinus oméga t plus phi. Quand on dérive sinus oméga t plus phi, bah, c'est la dérivée de fonctions composées, en fait, on verra. Et donc on obtient oméga, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction, fois la dérivée de sinus appliquée à cette fonction. Donc ça fait oméga fois cosinus oméga t plus phi. Voilà. Alors, pareil, la fonction cosinus oméga t plus phi, quand on la dérive, ça fait la dérivée de ça, c'est-à-dire oméga, fois la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, appliquée à oméga t plus phi. Donc oméga t plus phi. Donc ça fait moins oméga fois sinus oméga t plus phi. Enfin, tangente t. Alors pour tangente t, en fait, on utiliserait de manière générale... Tangente, c'est juste sinus sur cosinus. Donc la dérivée de tangente, c'est... alors on utilise la formule u sur v, le tout prime, c'est u' v moins uv' sur v2. Donc ça serait la dérivée de tangente, du coup ça serait la dérivée de sinus fois cosinus moins sinus fois la dérivée de cosinus, le tout divisé par cos carré. Ce qui au final nous donne du sinus carré plus cos carré sur cos carré t, je crois. Et au final, du coup, ben, sinus carré plus cos carré, on le simplifie, ça fait du 1. Parce que sinus t au carré plus cosinus t au carré, ça fait toujours 1. Le tout divisé par cos carré t. Donc ça, c'est... On obtient ce résultat-là. Et en fait, si ensuite on peut montrer ensuite que 1 sur cos carré t, c'est égal à 1 plus tangente au carré de t. C'est-à-dire, si on fait 1 plus sinus au carré sur cosinus au carré, le 1, je transforme ça en cos carré sur cos carré, et ça fait du cos carré sur cos carré plus sinus carré sur cos carré, ce qui est égal à du cos carré plus sinus carré, le tout sur du cos carré. Or, ce que je disais, c'est que cos carré plus sinus carré, c'est égal à 1, et donc je simplifie ça en 1 sur cos carré. Donc on a bien toujours égalité en fait entre ces deux. Et la dérivée de tangente, bah, on peut l'exprimer soit sous cette forme-là, soit sous cette forme-là. Voilà. Donc ça, c'est quelques formules sur les dérivés. Bon, là, on les a pas démontrées, donc ça tombe un peu du ciel, hein, je vous l'avoue. Après, je sais pas, voilà. On pourrait les démontrer à partir, grâce aux formules d'addition trigonométrique, qui elles-mêmes se prouvent grâce à l'introduction de vecteurs. Alors, on va voir si on le fait par la suite. Donc ça, c'était les fonctions dérivées de sinus, cosinus et tangente. Alors, maintenant, autre formule très importante. Alors ça, en première, honnêtement, c'est pas encore très important, je crois. Mais par la suite, ça devient très important et on les utilise vraiment tout le temps. Et on les utilise notamment beaucoup en physique, en traitement du signal, pour des choses comme ça. Par exemple, si vous avez une Freebox comme moi, ça utilise à fond... Quoique, oui, ça utilise à fond des trucs comme ça pour pouvoir moduler, démoduler des signaux. Et notamment si vous utilisez une radio FM ou voilà, pour une radio FM, on a besoin de ces formules-là. Donc, c'est des formules qui en pratique sont très utilisées. Alors, les formules d'addition. Donc, ici, la première, c'est cosinus de a moins b. Cosinus de a moins b, moi je retiens que le cosinus, quelque part, il ne garde pas le signe. C'est-à-dire cosinus de a moins b, ça va être cos A fois cos B plus sin A fois sin B. Donc cosinus de A moins B, je remarque que à chaque fois j'ai les cos qui se multiplient entre eux, j'ai les sinus qui se multiplient entre eux,
Et par contre, quand j'avais un moins au milieu, et ben c'est devenu un plus. Cosinus de A plus B, là pour le coup, cette formule-là et cette formule-là, on peut retrouver l'une avec l'autre en faisant que B devient moins B. Et ensuite on utilise le fait que cosinus est une fonction paire et sinus une fonction impaire. Et ici cosinus de A plus B de la même façon. Donc ça multiplie les cosinus entre eux, ça multiplie les sinus entre eux. Par contre ça ne conserve pas le signe, c'est-à-dire quand j'avais un plus, ici ça devient un moins. Voilà. Alors ensuite il y a les deux autres formules, donc avec le sinus. Donc sinus de A moins B. Là alors le sinus, lui au contraire, il va mélanger le sinus et le cosinus et il va conserver le signe. Moi c'est comme ça que je le retiens. Donc ici on a sinus A cos B. Donc si c'est sinus A moins B, on commence par sinus A. Comme ça on retient que là c'est positif avec le sinus A. Sinus A cos B moins cos A sin B. Et sinus A plus B, bah là on va conserver le plus et on va multiplier. Donc ça fait sinus A cos B plus cos A sin B. Voilà. Donc ça c'est les formules d'addition. Je dirais que c'est les plus importantes. Parce qu'à partir de celle-là on peut à peu près toutes les retrouver. Voilà, donc ça c'est les formules d'addition. Bon bah faut s'entraîner, si elle tombe dans des exos, faut le faire quelques fois jusqu'à s'y habituer. Voilà. Alors formule de duplication, cosinus de 2a, bah, c'est une conséquence en fait de ça, de celle-là plus précisément. Cosinus de 2a, bah, c'est cos de a plus a, c'est-à-dire que c'est cos de a fois cos de a moins sin de a fois sin de a, c'est-à-dire c'est cos carré a moins sin carré a. De même, sinus de 2a, et ben c'est sinus A cos A plus cos A sin A, c'est-à-dire c'est 2 sinus A cos A. Voilà. Donc ça c'est les formules de duplication. Alors ici j'ai une petite remarque, c'est ici n'oubliez pas que cosinus carré plus sinus carré c'est toujours égal à 1. Donc imaginons, ici je fais plus sinus carré moins sinus carré, j'obtiens du coup 1 moins 2 sinus carré A est égal à cos 2A. Donc des fois on peut l'utiliser sous ces formes là, et on obtient les formules de linéarisation. Donc ici c'est cos carré A, c'était égal à cos 2A plus sin carré A. Cos carré A plus sin carré non, cos de 2A plus sin carré A. Ouais non, je sais plus comment les démontrer de tête, mais en tout cas on peut réobtenir ces formules là. Alors ici il faut penser pour les réobtenir à essayer de faire 1 est égal à cos carré A plus sin carré A. Et je pense que vous pouvez retrouver ces formules là. Voilà, donc on a cos carré A est égal à 1 plus cos 2A sur 2. Et sin carré A est égal à 1 moins cos 2A sur 2. Voilà. Donc par exemple, comment est-ce qu'on peut utiliser ces formules? Par exemple, on veut calculer cos de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Et ben, a priori, cosinus de pi sur 12, c'est pas une valeur remarquable. On la connaît pas a priori. Mais par contre, on sait que pi sur 12, c'est pi sur 3 moins pi sur 4. Donc si on veut calculer cos de pi sur 12, ben là, on a plusieurs méthodes. Cos de pi sur 12, c'est cos de pi sur 3 moins pi sur 4. Cos de pi sur 3 moins pi sur 4. J'applique ça ici, ça fait cosinus pi sur 3 fois cosinus moins pi, fois cosinus pi sur 4 plus sinus pi sur 3 fois sinus pi sur 4. Je connais toutes ces valeurs, parce que les valeurs de cos pi sur 3, sin pi sur 3 et cos pi sur 4, sin pi sur 4, c'est des valeurs qu'on connaît. Et donc je peux en déduire par exemple cos pi sur 12. Voilà. Alors maintenant, on va commencer à résoudre quelques équations qui sont pas forcément si évidentes au début. Et bon, en réalité, même la réponse sera pas forcément satisfaisante. Souvent, il y aura beaucoup de devinettes. Donc, on va résoudre les équations cosinus x est égal à a et sinus x est égal à a, où x appartient à R. Alors, petite remarque, si a n'appartient pas au segment moins 1, 1, alors ces équations n'ont pas de solution. En effet, cosinus x, c'est forcément entre moins 1 et 1. Donc si on cherche les x tels que cosinus x est strictement plus grand que 1 ou bien strictement plus petit que 1, et ben il n'en existe pas. Parce qu'on a toujours cos x qui est entre moins 1 et 1. Voilà. Alors si a appartient à moins 1, 1, c'est-à-dire au segment moins 1, 1, alors en fait en réalité on a une infinité de solutions. Mais on va voir qu'on n'a pas n'importe quelle infinité. On a une infinité mais on peut tous les décrire de manière très propre. Voilà.
Donc pour cosinus x est égal à A, on résout déjà l'équation sur l'intervalle 0,2pi. Donc en fait d'abord on va résoudre cosinus x est égal à A sur l'intervalle 0,2pi. Et en fait sur cet intervalle là, il va y avoir deux solutions. Et deux seulement. Enfin il peut y en avoir une seule si A est égal à 0. Mais ou si A est égal à 1 ou moins 1. Mais sinon, donc il y a soit une solution, soit deux solutions sur l'intervalle 0,2pi. Et ensuite, vu que les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période de pi, et ben pour trouver toutes les autres solutions, on aura juste besoin de partir des solutions de départ et de rajouter un nombre entier de tours de cercle, c'est-à-dire un nombre k fois 2pi. Voilà. Donc, on résout déjà l'équation sur l'intervalle 0,2pi en cherchant à l'aide du cercle trigonométrique les deux angles alpha et moins alpha dont le cosinus vaut A. On trouve les autres solutions de l'équation en ajoutant tous les multiples de 2pi. Est-ce qu'en effet, dire que cos x est égal à A, c'est équivalent à dire que cosinus de x plus 2pi est égal à A. Et ensuite, c'est aussi équivalent à cos x de plus 2pi fois un nombre k est égal à A. C'est-à-dire une fois que j'ai une solution sur mon cercle, pour cosinus... alors, je vais essayer de retrouver un cercle quelque part, voilà. Imaginons ici, j'ai un angle, alors l'angle c'est x qui est là. Ici, j'ai cosinus x qui est égal à A, c'est l'abscisse ici. Ben, une fois que j'ai trouvé une solution pour mon angle, donc si x désigne l'angle ici, et ben ensuite il suffit de faire des tours de 2pi et on trouve donc encore la moitié des autres solutions. Et ici les deux solutions qui sont entre 0 et 2pi, ben, c'est x et moins x. Voilà. Donc je reviens ici à la résolution. Donc on trouve les autres solutions de l'équation en ajoutant les multiples de 2pi. Donc au final on obtient cosinus x est égal à A. Cette équation est équivalente à x est égal à alpha plus 2kpi, où x est égal à moins alpha plus 2kpi pour k appartient à z. Voilà. Donc les solutions de cette équation, il y en a une infinité. Et quelque part il y a toutes les solutions de la forme alpha plus 2kpi et toutes les solutions de la forme moins alpha plus 2kpi, où alpha est tel que cosinus de alpha est égal à x. Voilà. Alors pour sinus x est égal à 1, c'est un peu similaire. Donc on résout déjà l'équation sur l'intervalle 0,2pi en cherchant à l'aide du cercle trigonométrique les deux angles alpha et pi moins alpha, dont le sinus vaut A. Voilà, donc la grosse différence ici, c'est que ici, les angles, si on voulait que cos x est égal à A, enfin ou cos alpha est égal à A, ça voulait dire que alpha c'était... les deux solutions possibles c'était alpha ou moins alpha, une fois qu'on avait trouvé un alpha. Pour sinus, c'est pas pareil. Pour sinus, si on veut, les deux angles qui ont le même sinus, c'est les angles pi moins x et x. Donc si on trouve un alpha tel que sinus alpha est égal à petit a, dans ce cas, l'autre alpha qui va correspondre, enfin le alpha prime qui va correspondre tel que sinus de alpha prime est égal à petit a aussi, ça ne va pas être moins x, ça va pas être moins alpha, mais ça va être pi moins alpha. Parce que là on parle du sinus à la place. Donc c'est à cause de la symétrie verticale ici. Et du fait que le sinus il est là. Avec le cosinus il est là. Donc voilà. Donc on trouve les autres solutions de l'équation ensuite en ajoutant tous les multiples de 2pi. Donc sinus x est égal à A. En fait c'est équivalent à, on trouve un premier angle alpha tel que sinus alpha est égal à petit a. Et ensuite toutes les autres solutions sont de la forme x est égal à alpha plus 2kpi, ou bien x est égal à pi moins alpha plus 2kpi, pour k appartenant à z. Donc quelques exemples. Si on veut résoudre les équations suivantes, on veut résoudre l'équation cosinus x est égal à moins 0,5 pour x appartient à R, par exemple. Donc à quoi ça ressemble? Je vais voir s'il y a des solutions. Non. Donc on cherche cosinus x est égal à moins 1,5. Donc cosinus x est égal à moins 1,5, c'est une valeur particulière et qui est par là. Ok, donc c'est l'angle qui est ici.
Donc je vais essayer de trouver l'autre cercle trigonométrique pour vérifier, voilà. Donc cosinus x est égal à moins 1,5. Ça veut dire que mon angle, c'est 2π sur 3. Voilà, ça c'est cet angle-là. Tac, tac, tac. Voilà, c'est 2π sur 3. Donc j'ai trouvé... Donc j'ai cosinus de 2π sur 3 qui est égal à moins 1,5. Du coup, à cause du fait que cosinus est une fonction paire, cosinus de moins 2π sur 3 est égal à moins 1,5. Et ensuite, donc ici j'ai trouvé quelque part ce point-là et ce point-là. Et ensuite, pour trouver tous les autres angles de solution, bah, il suffit de rajouter tous les nombres de tours de cercle que je peux faire. C'est-à-dire, toutes les solutions sont de la forme 2π sur 3 plus 2kπ ou moins 2π sur 3 plus 2kπ. Voilà. Et donc là, je vais retrouver tous les x tels que cosinus x est égal à moins 1,5. Donc ensuite, bah, je vous invite à faire pareil avec sinus x est égal à moins racine de 3 sur 2. Quoi qu'on va... Non, on va quand même le faire celui-là. Sinus x est égal à moins racine de 3 sur 2, toujours pour x appartenant à R. Alors moins racine de 3 sur 2 sur mon cercle trigonométrique, il est où? Donc, racine de 3 sur 2, je vois que c'est là. Sauf que là, on parle du sinus et on a moins racine de 3 sur 2, donc en fait, on est plutôt ici. Voilà. Donc les deux solutions, c'est l'angle ici et l'angle ici. C'est ce point-là et ce point-là, en fait, en réalité. Donc, je cherche ensuite tous les angles qui me permettent d'arriver là ou d'arriver là. Donc, cet angle-là, c'est l'angle moins 2π sur 3. Et cet angle-là, c'est l'angle moins π sur 3. Donc ici, les solutions sont de la forme, tous les x de la forme x est égal à moins 2π sur 3 plus 2kπ, ou x est égal à moins π sur 3 plus 2kπ, où k appartient à z. Parce qu'on peut faire des tours dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, on peut faire les tours dans le sens positif ou négatif. Donc k appartient à z. Et donc voilà, là on l'a fait pour le moins racine de 3 sur 2. Alors ensuite, pour 2, sinus 3x est égal à 1. Bon, ensuite, là on ferait sinus 3x est égal à 1,5. Et ensuite, on ferait remarquer que donc, si on cherche les x, en fait, ça veut dire qu'on cherche tout d'abord tous les 3x. Et pour x appartenant à 0,6π. Et là, je vous laisse réfléchir par rapport à ça. Alors, pensez à un truc, si vous raisonnez par rapport à R, ne pas oublier de quelque part le 2kπ. Lui aussi, on aura sûrement besoin de le diviser par 3. Alors, je vous laisse réfléchir par rapport à ça. Mais pensez-y. Bon. Donc voilà, ça c'était pour cette partie. Donc maintenant je vais parler de coordonnées polaires. Donc ça c'est une petite introduction à quelque chose qui est très utile en physique par la suite. Et parce que en physique souvent alors dans beaucoup de cas on va se placer dans un repère orthonormal. Donc dans beaucoup de situations. Par exemple si j'ai un objet qui tombe d'un arbre... bon bah je vais considérer que l'axe Y c'est la verticale et l'axe des X c'est l'horizontale par exemple. Mais par exemple si souvent en physique on a aussi des objets qui tournent, par exemple on veut étudier une roue, qu'est-ce qui se passe à la surface d'une roue ou des choses comme ça. Et dans ce cas là souvent on introduit des nouvelles coordonnées qui sont les coordonnées polaires qui sont extrêmement pratiques en physique. Donc soit M un point du plan représenté par des coordonnées AB dans un repère orthonormé OIJ. Ok. Donc les coordonnées AB sont dites cartésiennes ou rectangulaires. Bon, on oublie le terme rectangulaire honnêtement. Donc c'est les coordonnées cartésiennes. Donc ça c'est un repère normal quelque part. Quand j'ai un repère orthonormal OIJ, je peux introduire des coordonnées cartésiennes. Maintenant supposons que M est différent du point O. Et notons R la distance OM et θ l'angle IOM. C'est-à-dire, ici la distance OM, je la note petit r, et θ, c'est l'angle entre le vecteur I et entre mon vecteur OM. Et bien à la place, quelque part avant, pour donner la position de mon point M, je donnais les deux coordonnées petit a et petit b avant, les deux coordonnées cartésiennes. Et bien maintenant, pour décrire la position de mon point grand M, à la place, je vais donner le couple R et θ. Donc le couple Rθ,
où R en fait c'est un nombre réel strictement positif, et θ est un angle, et ben on l'appelle le couple de coordonnées polaires du point M. Donc petite remarque, alors à cause du théorème de Pythagore, on a R au carré qui est égal à petit a au carré plus petit b au carré. Aussi, autre remarque, cosinus c'est adjacent sur hypoténuse, donc cos θ c'est égal à petit a sur R. Donc on a a est égal à R cos θ. Sinus c'est opposé sur hypoténuse, donc sinus θ c'est petit b sur R. Et donc on a b est égal à R sinus θ. Donc ensuite on le retient même plutôt sous la forme a est égal à R cos θ, b est égal à R sinus θ. Et ça doit devenir un automatisme ensuite en physique. Voilà. Donc on a R carré qui est égal à A carré plus B carré, A est égal à R cos θ, B est égal à R sinus θ. Donc les relations ci-dessus permettent de convertir les coordonnées polaires en cartésiennes et vice versa. Alors convertir de coordonnées cartésiennes en polaires c'est assez facile. Par contre de coordonnées polaires en cartésiennes, ben le R, enfin disons que c'est un peu plus compliqué parce que là on est obligé de passer du θ. Quoique non, c'est pas plus compliqué, je raconte des bêtises, excusez-moi. Voilà. Donc quelques exemples. Soit grand M, le point de coordonnées polaires 2 et pi sur 3, c'est-à-dire quelque part le rayon fait 2 et ici l'angle fait pi sur 3. Alors on verra quand on parlera de nombres complexes, parce qu'ensuite en fait on parlera tout le temps de nombres complexes, et tout ça il y aura vraiment une... ça se décrira très bien en termes de nombres complexes. Et ben ça sera, il aura comme module 2 et comme argument pi sur 3, c'est juste un autre vocabulaire en fait. Donc si on veut déterminer les coordonnées cartésiennes AB de M, et ben on a A qui est égal à R cos θ, donc A c'est égal à 2 fois cos pi sur 3, ce qui fait 2 fois 1,5, ce qui fait 1. Et B qui est égal à R sinus θ, donc ça fait 2 fois sinus pi sur 3, ce qui fait 2 fois racine de 3 sur 2, ce qui fait racine de 3. Donc du coup les coordonnées cartésiennes de M sont 1 racine de 3. Voilà. Donc voilà, on a vu un peu plus en détail qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les fonctions cosinus et sinus. À ne pas oublier les formules d'addition. Vraiment, je dirais que dans le formulaire des formules trigonométriques, c'est les formules les plus importantes. Cos A moins B, c'est cos A cos B plus sin A sin B. Sin A moins B, sin A cos B moins cos A sin B. Cos A plus B, cos A cos B moins sin A sin B. Et sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B. Voilà. Et aussi le fait que la dérivée de sinus c'est cosinus et la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Tangente, c'est bien de le retenir parce que alors dans les intégrales ça peut être utile quand vous verrez la notion d'intégrale. Souvent la fonction de tangente est pratique. Mais bon, elle se retrouve à partir de sinus et cosinus de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous inscrire sur learnian.net pour voir le reste du cours de première S. A bientôt.